pratiquement toutes les traditions, et on voit sur Terre aujourd'hui, aussi bien dans les pays à dominante chrétienne qu'à dominante islamique, ou à dominante hindouiste, la femme a une position qui reste secondaire par rapport à l'homme, une sexualité qui est muselée, elle peut pas se mettre en évidence dans toute sa beauté, sa sensualité, sans prendre de risques ou sans être jugée. Et je pense que ce n'est pas en harmonie avec les fondateurs de ces religions. Pour moi, le tantra, avec le taoïsme et certains aspects du zen, sont les traditions qui vraiment, depuis leur fondation jusqu'à aujourd'hui, ont complètement embrassé, accueilli la femme, les femmes, au même titre que les hommes, dans la voie spirituelle. Et plus particulièrement pour le tantra, il y a une vision des choses très libératrice. Essentiellement, pour le tantra, le sexe, qu'il soit de l'homme ou de la femme, est bénéfique. Ça paraît simple à dire, mais c'est énorme par rapport à nos conditionnements. Non seulement l'homme et la femme sont vus dans leur essence sexuelle comme égaux et libres, mais dans le tantra, dans ce que j'en comprends en tout cas, la femme peut être l'initiatrice. Ce n'est pas la femme qui fait tomber l'homme dans le péché, la perdition, de certaines traditions. C'est la femme qui peut révéler l'homme dans son épanouissement de Shiva. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle de l'homme peut être complètement accueillie et invitée à se connecter aux énergies plus élevées, à son cœur avant tout, mais aussi au troisième œil, aussi à la couronne, à tous les étages de lui-même. Le sexe est une énergie très puissante et potentielle. La garder à l'étage uniquement sexuel n'est pas mal, ce n'est pas un péché, mais c'est une grande limitation. Quand cette énergie est pleinement acceptée, et seulement si elle est pleinement et authentiquement acceptée, elle peut se fluidifier, elle peut monter dans ce qu'on appelle la flûte intérieure, j'aime bien appeler aussi l'arc-en-ciel intérieur, qui est l'alignement des 7 principaux chakras. Et à ce moment-là, la même énergie qui s'exprime sous forme sexuelle, au niveau du premier chakra, devient sensualité, jeu, plaisir. Au niveau du ventre, du second chakra, devient pouvoir personnel, devient capacité à agir dans le monde, à créer sa vie. Au niveau du troisième chakra, le plexus solaire, devient tendresse, amour, compassion au niveau du cœur. Devient expression multiple, créativité au niveau de la gorge. Devient vision profonde, intuition et extase au niveau du troisième œil. Et ultimement, devient samadhi, devient connexion et immersion dans le divin, au niveau de la couronne. Et tout ce voyage n'est possible que si notre énergie vitale, basique, sexuelle, est reconnue, embrassée, célébrée. Et dans cette vision des choses, la femme a un rôle essentiel. C'est elle qui est la porteuse de la vie, et dans sa sexualité, elle est porteuse aussi d'un renouveau de la vie, de sa vie à elle, de la vie de son partenaire. Elle est porteuse du nectar. Elle est porteuse de la réceptivité. Elle est porteuse de la danse, de la fête. Elle peut inviter l'homme à dépasser une sexualité mécanique, intense, mais limitée, pour entrer dans un royaume d'expansion, de célébration. C'est passer du fast-food au festin. C'est passer d'une décharge d'énergie rapide, comme vivent malheureusement encore beaucoup d'hommes, à une danse qui peut durer des heures, qui n'a pas de fin, et où l'homme et la femme se nourrissent l'un l'autre, se rechargent l'un l'autre, se régénèrent l'un l'autre. Et c'est beau de voir en face de moi des Shaktis qui dansent, qui célèbrent cette féminité merveilleuse, qu'il est temps que le monde reconnaisse dans toutes ses dimensions, y compris sexuelles, et pas que sexuelles. Les deux sont importants. Reconnaître pleinement la femme dans sa merveilleuse énergie sexuelle et dans tout ce qu'elle est, dans sa déesse, dans son elfe, dans sa magicienne, dans sa fée, dans sa guérisseuse. Tous les étages
du féminin. Il est temps de les accepter pleinement, sans réserve, et de les célébrer. Anatomiquement et énergétiquement, l'homme est prédisposé à émettre. C'est le mouvement yang qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et la difficulté, c'est qu'au cours des siècles passés et encore aujourd'hui, la plupart des hommes sont, je dirais, soumis à un conditionnement qui va accentuer ce côté yang. Alors que ce qu'on propose au Tantra, c'est de ne pas ignorer, mais de compléter cette énergie yang par la découverte de sa vulnérabilité, qui existe aussi, même si parfois elle est très bien cachée, de sa réceptivité, et donc d'intégrer aussi une part d'énergie féminine dans le masculin. Je sais que des hommes ont peur que s'ils font cette démarche, ils vont se féminiser, peut-être peur de l'homosexualité, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de devenir plus harmonieux, plus vaste, de rien perdre du masculin, mais de le compléter, de façon à avoir un choix de réponse dans la vie. Je peux répondre de façon la plus yang à la plus douce, réceptive, ouverte. Et je suis homme dans tous les cas. Je suis un homme qui est vaste. Je suis un homme qui n'est pas un robot qui répond toujours en étant macho, en étant agressif à la limite. Je suis un homme qui sait qu'il est fort et vulnérable, qu'il est puissant, émetteur et réceptif. C'est ça l'homme tantrique. Et je pense qu'il est très important pour beaucoup d'hommes maintenant d'accepter cette part de vulnérabilité. C'est ok d'être un homme et d'avoir de la souffrance. C'est ok d'être un homme et parfois de se sentir faible ou désemparé. Je voudrais dire à mes frères, on dit Shiva dans le Tantra, mes frères Shiva, mes frères hommes, qu'on n'a pas toujours à être fort, qu'on n'a pas toujours à être actif, qu'on n'a pas toujours à être celui qui répare, qui console, qui fait face aux situations. Qu'on a le droit et que c'est bon parfois d'être désemparé, d'être triste, de ne pas savoir. Et ça laisse espace à l'autre, à la femme par exemple, elle, de rentrer à certains moments dans son rôle yang, actif, décidé. Ça crée un rythme entre les deux. À un moment donné, quelqu'un va être dans le rôle yang, ce ne sera pas forcément l'homme. Quelqu'un va être dans le rôle yin, réceptif, ce ne sera pas forcément la femme. Et je crois qu'il y a beaucoup de difficultés dans le monde actuel qui sont liées à cette crispation de l'homme dans le masculin. L'homme qui doit réussir à tout prix, qui doit être un battant. S'il est responsable d'une société ou cadre, qui doit faire rentrer de l'argent à tout prix, qui doit être dans la compétition. Et c'est une des bases de la pollution de la planète, de l'exploitation, des conflits. Donc ce n'est pas qu'une histoire personnelle ou une histoire de couple. C'est quelque chose qui est un enjeu de la société actuelle, sur toute la planète. Si on veut que la planète simplement survive, que l'écologie soit respectée enfin, que les conflits d'intérêts, je ne dis pas disparaissent, mais s'amoindrissent, que des compromis soient trouvés entre les nations, etc., etc. Il est essentiel que le yang, le masculin, soit tempéré, soit équilibré par l'énergie féminine. On aimerait que ce chemin soit juste une route merveilleuse, fleurie de roses et de jasmin, au chant des oiseaux et des ruisseaux. Et il est parfois comme ça, mais pas tout le temps. Et généralement, ce qui se passe, et c'est ça la difficulté pour les débutants, c'est quand on commence à faire ce chemin intérieur, qu'on commence à rentrer à l'intérieur, qu'on se rend compte des tensions, souvent des souffrances qui sont là. On se rend compte des disharmonies, on se rend compte des déséquilibres entre nos différentes énergies, on se rend compte des répressions, des tabous, des limitations, des peurs. Et pour ça, je voudrais vraiment encourager les personnes qui commencent ce chemin, d'être patientes, d'être dans la pleine acceptation d'elles-mêmes, là où on en est, sans jugement. Alors vraiment, une des clés de ce chemin, c'est de juger soi-même et les autres, de moins en moins. On a tous derrière nous une longue, j'ai envie de dire, série de vies, ou si on ne croit pas aux vies antérieures, des archétypes de l'humanité, plus tout ce qui s'est passé dans cette vie,
depuis le traumatisme de la naissance, comme dirait Frédéric Le Boyer, jusqu'aux difficultés de la vie de petit enfant, d'enfant, d'adolescent, de jeune homme ou de jeune femme, de la vie actuelle, professionnelle, familiale, sociale. On arrive avec tout cela. On aimerait que tout d'un coup, la porte de l'extase s'ouvre et que les anges chantent pour nous. C'est un peu plus compliqué. Et en même temps, il y a des aides pour cela. On vit une époque extraordinaire. On vit une époque où les sagesses et les techniques d'évolution, à la fois des grandes civilisations, tantriques, taoïstes, bouddhistes et autres, soufis, et les techniques très puissantes de la psychologie humaniste contemporaine sont disponibles. Une méthode comme le Rebirth, technique de respiration profonde, permet de se libérer rapidement de beaucoup de tensions, de peur, de colère. On a toutes ces inventions qui sont là, à disposition. Et dans mes stages de Tantra, je propose beaucoup de ces techniques. J'ai eu la chance de collecter, d'expérimenter pour moi au cours de mes 30 et quelques années de recherche intérieure. Et donc je cherche sans arrêt à trouver les moyens les plus adaptés pour que les personnes se libèrent le plus vite possible et le plus joyeusement possible, de la façon la plus ludique en même temps qu'efficace, de ces couches de douleur et autres qui empêchent la pleine réalisation de l'extase. Alors, le chemin n'est pas linéaire. Souvent, il y a une ouverture, une avancée, le cœur s'ouvre, on ressent l'énergie dans le troisième œil, waouh, c'est formidable. Et puis, on aimerait que ça dure, on croit que ça va durer. Et pouf, ça retombe. Il y a une peur, il y a une colère, il y a un sentiment d'abandon. Et il est important de se rappeler que le chemin n'est pas donc linéaire, mais qu'après un sommet, il y a une vallée. Mais qu'on remonte, et que le sommet suivant sera encore plus haut. Mais peut-être que la vallée prochaine sera encore plus profonde. Et ce qui est important à travers tout cela, c'est la méditation, qui apporte cette clé incroyable de reconnaître ou de contacter en nous cette partie qui n'est pas identifiée, cette partie qu'on peut appeler le témoin intérieur, qui est ce centre qui permet de percevoir ces émotions, ces sensations, tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous habite. Et c'est cette prise de conscience et cristallisation de ce témoin intérieur qui fait que le chemin va être de plus en plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'obstacles, plus de peine, plus de douleur, plus de tristesse, plus de colère. Mais déjà on en aura laissé aller une partie, et pour ce qui reste, on aura cette aide incroyable, d'une part en nous-mêmes, qui peut voir cela sans jugement, et donc une distance est créée. Il y a encore de la colère en moi, je ne suis plus identifié à ma colère. Il y a encore de la peur, je ne suis plus ma peur. Et ça permet d'aller encore plus vite sur le chemin, et peu à peu, la porte s'ouvre. Un jour, on sent vraiment dans son cœur cet amour qui n'a pas de limite, qui n'est pas pour une personne ou pour une nation, qui est pour tous, pour toutes, y compris soi-même, bien sûr. Et un jour, même si c'est une seconde, fulgurante, la lumière envahit toute la tête et tout l'être. On n'est plus un être de chair et d'os, limité. On est cette lumière, on est cet amour, on est cette extase. On ne pratique plus le tantra, on devient le tantra. Merci.